Mademoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous entamons cette 5e séance, toujours dans le cadre de présentation des axes du programme, donc du module Relations économiques internationales. Donc nous allons nous intéresser dans cette séance au deuxième axe principal du chapitre 1, c'est-à-dire les facteurs favorisant la mondialisation ou ayant favorisé le processus ou le phénomène de mondialisation. Donc nous avons exposé dans la dernière séance les enjeux et les conséquences de la mondialisation. Donc dans cet axe, on va parler donc de ces facteurs qui ont favorisé l'évolution donc du phénomène de mondialisation, en nous intéressant principalement donc aux deux premiers facteurs, l'ouverture des frontières et les firmes multinationales ou les firmes transnationales. Donc, les auteurs, ou la majorité des auteurs qui se sont intéressés au phénomène de mondialisation, ont mis l'accent sur trois principaux facteurs majeurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres facteurs moins importants, mais la plupart des chercheurs qui ont travaillé sur les relations, sur le phénomène de mondialisation, ont insisté sur le rôle joué par ces trois facteurs importants. Le premier, l'ouverture donc des frontières et le développement bien sûr du libre-échange dans un premier temps. Donc un certain nombre d'éléments, je les ai déjà cités dans la séance dernière. Puis le rôle et l'importance des grandes firmes. On parle des firmes multinationales et des firmes transnationales, notamment dans un deuxième temps. Puis le rôle joué par la technologie ou le développement technologique. Un certain nombre d'éléments, je les ai cités dans la séance dernière relatifs donc aux nouvelles technologies d'information et de communication et le rôle joué par la troisième génération de la révolution industrielle. Donc tous ces éléments vont être présentés dans les séances, certains dans cette séance, d'autres dans la séance à venir, et nous allons nous intéresser durant cette séance aux deux premiers facteurs, celui de l'ouverture des frontières et celui donc des firmes multinationales et des firmes transnationales. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'ouverture des frontières? Donc on a parlé lors de la séance première sur les relations économiques internationales dans l'introduction générale, on a parlé de ces fameux territoires à l'intérieur desquels les États appliquent leur politique, les États, la monnaie de cet État a un cours normal, ceci, cela, ainsi de suite. Donc l'ouverture des frontières, donc c'est à l'intérieur donc de ces frontières qu'il y a le développement donc des économies nationales, mais au fur et à mesure que le temps passe, les pays sont obligés en quelque sorte de s'ouvrir sur l'extérieur. Donc l'ouverture des frontières concerne à la fois les trois éléments dont on a parlé déjà à maintes reprises, cette ouverture de frontières pour faciliter la mobilité donc des biens, et pour faciliter la mobilité des capitaux, et pour faciliter la mobilité des hommes. Donc, l'ouverture des frontières, il concerne ces trois M qui sont, en fin de compte, les trois M donc, de la mondialisation. La mobilité des biens, la mobilité des hommes et la mobilité des capitaux. Donc, malgré les obstacles, si on peut faire une sorte de coup d'œil sur le rétro, pour voir ce qui s'est passé avant
c'est-à-dire dans les siècles précédents. Donc les auteurs disent que malgré les obstacles et les transports rudimentaires, les mouvements de personnes et des biens existent bien avant la révolution ou les révolutions industrielles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que les déplacements ont été en quelque sorte ou n'existaient pas auparavant. Non, c'est le contraire. Ces mouvements, que ce soit les mouvements, c'est-à-dire les flux donc des biens, ou les flux des hommes, l'hajarat, l'immigration, ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas avant les révolutions industrielles. Il existait malgré l'existence d'obstacles et malgré les transports qui sont rudimentaires. Donc la révolution enregistrée dans le domaine des moyens de transport إذا الثورة التي سجلت على مستوى وسائل النقل والتنقل بفضل الابتكارات تاع الثورة الصناعية grâce donc au progrès technique et aux découvertes liées donc à les révolutions industrielles. Donc durant l'époque contemporaine a entraîné un mouvement de grande ampleur. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire? Les déplacements des hommes et des biens, et les flux du bien, existaient avant la révolution industrielle. La révolution industrielle a développé les moyens de transport. Donc ces moyens de transport ont donné naissance donc à des mouvements de grande ampleur. Donc à des mouvements de grande ampleur. Donc, exemple, entre 1870 et 1913, plus de 17,5 millions de personnes ont immigré de leur pays d'origine vers les nouveaux pays de l'Amérique du Nord et de l'Australie. On a parlé dans une séance précédente sur le fait que les Amériques ont été découvertes depuis 1492 par Christophe Colomb, c'est-à-dire la fin du XVe siècle. Mais les moyens de l'époque, c'est vrai, ils ont permis donc à ces grands navigateurs d'utiliser des moyens classiques, mais aussi de profiter des facteurs de la nature, le vent et tout, pour se déplacer d'un continent à un autre, ce qui leur a permis donc de découvrir donc les Amériques. Mais 1870, c'est-à-dire que là, on a déjà la révolution industrielle qui a presque un siècle d'existence. Donc, cette révolution, donc les moyens de transport ont été développés. Et c'est grâce à ces moyens de transport qu'il y a eu donc ces grands mouvements donc de population, 17,5 millions de personnes qui ont migré des différentes régions du monde, mais principalement de l'Europe, vers le continent américain et le continent australien, qui sont les nouveaux continents découverts par donc, ces navigateurs. Donc ces mouvements migratoires s'accompagnent d'échanges commerciaux et entraînent la diffusion des cultures à travers le monde. Donc c'est vrai, lorsqu'on change de lieu de résidence, lorsque ces hommes, avec un grand H, les hommes et les femmes, migrent du continent africain vers l'Europe, du continent asiatique vers l'Europe, de l'Europe vers les États-Unis, des États-Unis vers l'Asie, de l'Asie vers les États-Unis, ces groupes humains, c'est vrai, ils sont à la recherche de conditions de vie meilleures, donc ils ramènent avec eux
leur culture. C'est donc la diffusion de la culture à travers le monde. Donc, tous ceux qui ont visité, par exemple, certains pays européens, notamment les capitales, certaines capitales dans lesquelles il y a une concentration donc, de population d'immigrés, on prend par exemple Paris ou Marseille ou Bruxelles, par exemple, ceux qui sont les plus connus, il y a des quartiers dans lesquels on trouve une concentration de population issue de pays X. Le quartier turc, le quartier africain, le quartier arabe, ceci, cela. Pourquoi? Tout simplement parce que la politique qui a été adoptée par ces pays d'accueil en ce qui concerne le logement était basée sur ces fameux HLM, donc ces grandes tours d'habitat dans lesquelles on a relogé donc les populations qui sont venues travailler en France, en Belgique, en Hollande ou ailleurs. Donc au fur et à mesure que le temps passe, ces populations se retrouvent entre populations issues de du même pays ou du même continent. Donc si vous partez, si vous avez vu le quartier de Barbès à Paris, donc vous vous retrouvez dans un endroit où il n'y a que des produits d'une certaine région d'Afrique. Vous avez parfois des quartiers qui parlent encore les langues des pays d'origine. Vous avez une gastronomie, une cuisine ou un art culinaire du pays tel, ainsi de suite. Et tout ça, ça représente quoi? L'habillement et tout ça. Tout cela, ça représente des aspects de cette culture qui a immigré aussi avec les populations africaines ou moyen-orientales ou turques et ainsi de suite. Donc, le Royaume-Uni, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni a joué un rôle capital dans la réussite et de la victoire du libre-échange. On parle des ouvertures de frontières, on parle de l'évolution de cette ouverture et on parle des caractéristiques et des pays qui ont joué un rôle majeur dans cette ouverture des frontières. Donc quand on parle d'un pays majeur, on parle du Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni, donc la Grande-Bretagne. Pourquoi il a joué un rôle majeur dans la victoire, la victoire du libre-échange? Tout simplement pour la raison que j'ai déjà citée dans la séance dernière, lorsque j'ai dit que c'est un pays qui a connu, c'est le premier pays qui a connu la révolution industrielle. Donc automatiquement, cette révolution industrielle va donner naissance à des activités économiques puissantes, va donner naissance à une économie nationale puissante. Donc le Royaume-Uni n'a plus peur d'une concurrence étrangère. Donc c'est normal qu'il parte à l'ouverture de ses frontières. Donc c'est un leader de la politique de libre-échange. Les barrières douanières, quand on dit libre-échange, on dit l'élimination des droits de douane. Donc les barrières douanières sont progressivement supprimées au Royaume-Uni depuis 1820 à 1870. Donc dès le début du 19e siècle, la Grande-Bretagne a déjà appliqué des politiques de libre-échange. Pour les raisons, principalement dans le domaine industriel, mais il va l'appliquer aussi dans le domaine agricole au fur et à mesure que son agriculture devient compétitive. Donc le libre-échange progresse donc à des rythmes variés dans différents coins du globe, malgré la résistance des politiques protectionnistes. C'est normal, dans l'Europe occidentale, la révolution industrielle n'a pas vu le jour dans le même temps. Il a commencé par la Grande-Bretagne, puis il est passé vers les autres pays de l'Europe occidentale, l'Allemagne, la France et autres. Donc automatiquement, ceux qui n'ont pas été
prêts, qui n'étaient pas prêts pour le libre-échange, donc ils pratiquent des politiques protectionnistes. تيطبقوا السياسة الحمائية لحماية الاقتصاديات الوطنية ديالهم من المنافسة الشرسة تاع la Grande-Bretagne. Au début du XXe siècle, en 1914, les capitaux britanniques représentent déjà 1,5 fois le PIB du pays. Quand on dit les capitaux britanniques investis, c'est-à-dire les investissements directs de la Grande-Bretagne en dehors de son territoire. Donc ils étaient à cette époque-là, au début du XXe siècle, 1,5 fois le PIB, c'est-à-dire il a investi beaucoup à l'extérieur. نذكروا على الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. Pourquoi? Parce qu'il a une extension importante vers le Moyen-Orient jusqu'aux Indes. Donc, le libéralisme commercial, connu en Grande-Bretagne, était très développé parce que le contrôle des échanges n'existait pas encore. ليبرالية تجارية جد متطورة ناتجة عن غياب المراقبة في الحدود. Ce qui a fait que la Grande-Bretagne a bénéficié en quelque sorte de cette possibilité pour développer donc ces investissements dans les différentes régions donc, de l'Europe occidentale, mais aussi du Proche, du Moyen-Orient. Donc de cette façon, l'ouverture de frontières, il a aidé, il a contribué au développement donc, de la mondialisation. Pourquoi? Tout simplement parce que les aspects commerciaux, c'est-à-dire les échanges, constituent une composante principale de cette mondialisation. Donc le deuxième facteur, les firmes multinationales et les firmes transnationales, ou d'une autre façon, les grandes firmes, qu'elles soient multinationales ou transnationales. C'est quoi une firme multinationale et c'est quoi une firme transnationale? Première question, pour commencer, c'est ما هي الشركة المتعددة الجنسيات وما هي الشركة العابرة للحدود أو العابرة للقارات أو بصيغة أخرى ما هو الفرق بين هذين النوعين من الشركات. Donc selon la définition de l'ONU, منظمة الأمم المتحدة, selon l'Organisation des Nations Unies, une firme multinationale est une entreprise originaire d'un pays ayant des activités stables, contrôlant des filiales dans au moins 2 pays étrangers où il réalise plus de 10% de son chiffre d'affaires. Donc là, la définition nous donne des éléments de définition. Quand est-ce qu'on peut appeler une firme multinationale? D'abord, c'est une firme originaire d'un pays, des États-Unis ou de la France ou du Maroc ou je ne sais pas, du Japon, ayant des activités stables. Elle travaille dans un secteur d'activité précis. Quand on parle de Ford, c'est une entreprise américaine qui travaille dans le domaine de l'automobile. Quand on parle de Shell, c'est une entreprise qui travaille dans le domaine des hydrocarbures. Quand on parle de Toyota, entreprise qui travaille, japonaise qui travaille, ainsi de suite. Donc un secteur d'activité précis. Mais pour qu'on puisse l'appeler une firme multinationale, il faut qu'ils investissent dans au moins 2 pays étrangers, en plus de son pays d'origine. Et qu'ils réalisent dans ces 2 pays au moins 10% de son chiffre d'affaires. Donc avec la présence de ces éléments de définition, toute entreprise qui dispose de ces éléments
on va l'appeler une firme multinationale. Selon André Gautier, donc l'auteur que nous avons déjà cité dans la définition de la mondialisation et de la globalisation, donc qui travaille aussi sur les questions d'économie mondiale, il nous donne la définition d'une firme multinationale en disant une firme dont le siège social se situe dans un pays et dont les unités de production et les centres de recherche sont dispersés dans ce même pays et dans un certain nombre de pays étrangers. Donc lorsqu'on compare cette définition avec celle de l'Organisation mondiale, de l'Organisation des Nations Unies, pardon, on va trouver que la définition d'André Gautier reste générale, une firme dont le siège se situe dans un pays et dont les unités de production et les centres de recherche, وحدات الإنتاج ومختبرات أو مراكز البحث. Parce qu'on oublie souvent هذا الدور تاع مراكز البحث. C'est dans ces centres de recherche où le grand travail se fait. Donc les unités de production, c'est la phase finale du processus. Voilà, donc les dessinateurs, les créent les prototypes, donc les ingénieurs qui créent le premier prototype, les ingénieurs qui développent et ainsi de suite, tout ça sont dans ces laboratoires et dans ces centres de recherche. C'est pour cela André Gautier parle d'une entreprise qui se situe, qui a un siège social dans un pays, et dans ce pays même, il a des centres de recherche et des unités de production, et d'autres unités qui existent dans les différents pays du monde, dans des pays étrangers. Mais l'auteur, il nous donne la définition et la distinction qu'on peut faire entre une firme multinationale et une firme transnationale. Donc au sens strict, il vaut mieux parler de transnational, écrit André Gautier. Il nous dit il vaut mieux parler من الأحسن نتحدثوا على الشركات المتعددات الجنسية على الشركات العابرة للحدود. Au sens strict, il vaut mieux parler de transnational. Donc il nous montre c'est quoi les transnationales, firmes dont le réseau ignore les frontières et traverse les nations. Il ignore les frontières et traverse les nations. Plutôt que de multinationales, parler de firmes transnationales, les huma kada kada kada, au lieu des firmes transnationales, terme qui suppose que la même firme est contrôlée financièrement par plusieurs nations. Il nous donne l'exemple du Shell et de Unilever. Donc là, distinction entre la firme transnationale et la firme multinationale, c'est que la firme multinationale, c'est une firme contrôlée financièrement par plusieurs nations. D'où multinationale. Multinationale. تعدد الجنسيات. Donc c'est pourquoi qu'on parle de Total Maroc, ou je ne sais pas quoi, de Google Maroc. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a des capitaux marocains avec des capitaux américains, donc de la société Google, et on construit donc la filiale donc Google au niveau national. Donc là, il y a des finances, des capitaux de plusieurs. Donc, après, c'est en Tunisie, après, c'est en Égypte, après, c'est en France, après, ainsi de suite. Donc, et la société devient multinationale. Donc, la puissance et la structure des firmes, de ces firmes, qu'elles soient nationales ou transnationales, reflètent généralement la puissance des États. Il suffit de dire le nom ou de citer le nom donc de l'entreprise et d'avoir automatiquement dans la tête le poids
de son pays d'origine. Donc Ford, ça fait penser à la puissance américaine. Toyota, ça fait penser à la puissance du Japon. Samsung, ça fait penser à la puissance de la Corée. Apple, les États-Unis. Total, puissance de la France. Donc ces entreprises reflètent généralement la puissance de leurs États. Les plus grandes firmes appartiennent aux grandes nations. Donc si on regarde donc le tableau, si on regarde un tableau que nous allons présenter dans la séance prochaine, on va constater que dans ce tableau, il y a une liste des premières importantes firmes multinationales selon le chiffre d'affaires. Parce que quand on veut faire un classement, on fait appel à des critères. Donc dans ces critères, en fonction des critères, on peut avoir un classement particulier. Si on se base sur le chiffre d'affaires, on va avoir un classement des entreprises A, B, C, D, E, F, G, H, C en fonction de ce classement en termes de chiffre d'affaires. Mais si on se base sur les effectifs d'employés, on peut avoir au lieu d'A, B, C, D, on peut avoir D, E, A, C, D. Donc là, c'est le critère utilisé qui nous donne une typologie particulière ou un classement particulier. On va voir ça, ce classement, dans la séance prochaine. Donc, dès la fin du 19e siècle, donc qui dit la fin du 19e siècle, dit 1880 et quelques, plusieurs sociétés multinationales investissent déjà à l'extérieur de leur pays d'origine. La plus importante et celle qui est la plus citée par les auteurs, c'est Singer. Donc Singer, qui est connu par ses machines de confection, qui s'est implanté en Grande-Bretagne depuis 1867. C'est quasiment la deuxième moitié du 19e siècle. Donc quand on dit une société qui s'implante, donc on est dans une sorte de délocalisation. Même si ce n'est pas, donc soi-disant, la délocalisation telle qu'on l'a connue durant la deuxième moitié du XXe siècle. Mais ça a quand même commencé depuis la fin de la deuxième moitié du XIXe siècle. En 1914, le nombre de filiales donc, de sociétés américaines délocalisées à l'étranger ont atteint 122. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dès le début du XXe siècle, il y a déjà une grande délocalisation, une grande politique d'investissement à l'étranger qui est appliquée par les grandes entreprises américaines qui disposaient déjà à cette époque de plus de 122 filiales à l'étranger, ce qui montre et qui reflète en quelque sorte la puissance donc, de l'économie américaine, donc des entreprises et des firmes américaines. Donc on s'arrête sur ce point. Merci de votre attention et à la séance prochaine.